suprématie sur les océans. Liu Zi était un célèbre explorateur maritime, un homme si passionné que les gens disaient de lui qu'il avait de l'eau de mer dans les veines. À l'âge de 40 ans, il avait accompli plus de prouesses qu'aucun matelot avant lui. Il avait dessiné une carte de toutes les côtes est de l'Afrique, pris contact avec des tribus inconnues au cœur de la Nouvelle-Guinée et de Bornéo, et conquis d'immenses territoires pour l'Empire. En chemin, il avait combattu des pirates et des brigands, écrasé une mutinerie et survécu à 2 naufrages. Une immense statue de bronze à son effigie se dressait à l'entrée du port de Tianjin et regardait la mer avec nostalgie. C'était pour Zheng tout ce qui lui restait de son père, car l'homme avait disparu quand il avait 10 ans. La dernière expédition de Liu Zi avait pour but de découvrir l'île de Kokopolo, que l'on avait longtemps cru légendaire. On racontait que dans cette contrée, des arbres couverts de rubis poussaient sur les berges d'immenses lacs d'or liquide. Avant le départ, son père avait dit à Zheng: si je devais ne jamais revenir, promets-moi de partir un jour à ma recherche. Ne laisse pas l'herbe te pousser sous les pieds. Zheng avait promis, convaincu que même l'océan sauvage ne pourrait vaincre un homme comme son père. Pourtant, Liu Zi n'était jamais revenu. Au bout d'un an sans nouvelles de lui, l'empereur organisa en son honneur une somptueuse cérémonie. Zheng était inconsolable. Pendant des jours et des jours, il pleura au pied de la statue. En grandissant, Zheng apprit des choses sur son père, et peu à peu l'opinion qu'il se faisait de lui changea. Liu Zi était un homme étrange. À la fin de sa vie, il l'était de plus en plus. Des rumeurs disaient qu'il était devenu fou. Il nage dans la mer pendant des heures chaque jour, même l'hiver, disait le frère aîné de Zheng. C'est à peine s'il supportait d'être sur la terre ferme. Il affirmait qu'il pouvait communiquer avec les baleines, se moquait Ai, langue de Zheng. Une fois, je l'ai même entendu essayer de parler leur langue. Il voulait qu'on parte tous vivre sur une île au milieu de nulle part, disait la mère de Zheng. Je lui ai répondu: on festoie au palais, on distrait des ducs et des vicomtes. Pourquoi devrait-on renoncer à cette existence pour vivre comme des sauvages dans un bac à sable? Après cela, il ne m'a presque plus adressé la parole. Liu Zi avait accompli beaucoup de grandes choses, très tôt dans sa vie, disaient les gens. Mais ensuite, il s'était mis à courir après des chimères. Il avait organisé un voyage pour découvrir la terre des chiens parlants. Il affirmait qu'il existait un lieu aux confins septentrionaux de l'Empire romain où vivaient des femmes capables de changer de forme et d'arrêter le temps. Il fut peu à peu mis à l'écart par la bonne société. À la fin, les nobles cessèrent de financer ses expéditions. Il fut donc contraint de les payer lui-même. Lorsqu'il eut épuisé sa fortune personnelle, laissant sa femme et ses enfants sur la paille, il se mit en tête de Kokopolo afin de s'approprier ses richesses. Zheng comprit que les excentricités de son père l'avaient conduit à la ruine. Ayant atteint l'âge adulte, il prit garde de ne pas répéter les erreurs de Liu Zi, car il avait de l'eau de mer dans les veines lui aussi. Comme son père, il devint matelot, mais un matelot d'une toute autre sorte. Il ne menait pas d'expédition de découverte, ne voyageait pas dans le but de conquérir de nouvelles terres pour l'Empire. Il était marchand et commandait une flotte de navires de commerce. Il ne prenait jamais aucun risque, évitait les routes fréquentées par les pirates, ne s'éloignait pas des eaux familières, et c'était un homme prospère. Sa vie sur la terre ferme était conventionnelle, elle aussi. Il festoyait au palais et se liait d'amitié avec les gens qu'il fallait. Il ne prononçait jamais un mot choquant et ne soutenait pas l'opinion controversée. Il fut récompensé par un mariage avec la petite nièce de l'empereur, ce qui le plaça à un cheveu de la noblesse. Pour protéger les richesses qu'il avait accumulées, Zheng s'efforça de prendre ses distances avec la figure paternelle. Il ne faisait jamais allusion à Liu Zi. Il changea son nom de famille et prétendit qu'il n'était pas apparenté
l'impression de le voir devant moi. Zeng s'efforça de changer. Il copia la démarche dégradée de son frère aîné, Deng, que personne ne comparait jamais à leur père. Avant de parler, il prenait le temps de réfléchir aux mots qu'il voulait prononcer et leur choisissait des synonymes. Cependant, il ne pouvait pas changer son visage, et chaque fois qu'il passait devant le port, la statue géante de son père lui rappelait leur ressemblance frappante. Alors une nuit, il se faufila au port, équipé d'une corde d'un treuil et au prix d'un effort colossal, renversa la statue. Les cauchemars commencèrent le jour de son 30e anniversaire. Le vieillard famélique qu'il voyait dans ses rêves, avec sa peau damnée et sa barbe blanche qui lui descendait jusqu'aux genoux, ne ressemblait plus du tout à Zeng. Il faisait des signes désespérés depuis la rive d'une île déserte, brûlée par le soleil. Le jeune homme se réveillait en sursaut aux petites heures du matin, en sueur, tourmenté par la culpabilité. Il avait fait une promesse à son père, promesse qu'il n'avait jamais cherché à tenir. Viens et trouve-moi. Son herboriste lui prépara un puissant somnifère qu'il prit chaque soir avant de se coucher. Il lui permettait de dormir profondément jusqu'au matin d'un sommeil sans rêve. Chassé de ses nuits, le père de Zeng trouva d'autres moyens de hanter son fils. Un jour qu'il marchait sur les docks, le jeune homme fut soudain pris d'une envie impérieuse de sauter dans l'océan et d'aller nager en plein hiver. Il résista à cette impulsion et pendant des semaines ne s'autorisa même pas à regarder la mer. Peu après, il commanda un vaisseau en route pour Shanghai. Quand, alors qu'il se trouvait dans la cale, il entendit le chant d'une baleine. Il approcha l'oreille de la coque et écouta. Il avait l'impression de comprendre ce que disait le mammifère dans sa langue étrange. Go, go, bo, lo. Zeng se bougea les oreilles avec du coton, courut sur le pont et de toute la traversée refusa de redescendre dans la cale. Il craignait de devenir fou, exactement comme son père. De retour chez lui, il fit un nouveau cauchemar, contre lequel le somnifère de l'herboriste se révéla inefficace. Dans son rêve, Zeng se frayait un passage à travers la végétation d'une île tropicale, tandis que des rubis pleuvaient doucement des arbres. L'air étouffant semblait souffler son prénom. Zeng, Zeng. Et bien qu'il sentît la présence de son père toute proche, il ne vit personne. Épuisé, il s'étendit dans une clairière. Il était à peine allongé dans l'herbe que l'herbe se mit à pousser autour de lui, l'enveloppant dans une étreinte suffocante. Zeng se réveilla brusquement, car ces plantes de pied étaient prises de démangeaisons insupportables. Rabattant les couvertures, il découvrit avec effroi qu'elles étaient couvertes d'herbe. Il les frotta pour les nettoyer, mais les tiges sortaient de sa peau. Craignant que sa femme s'en aperçoive, Zeng sauta du lit, courut à la salle de bain et se rasa. Que m'arrive-t-il se demanda-t-il. La réponse était évidente. Il perdait la tête comme son père. Le lendemain matin, en se réveillant, Zeng découvrit que l'herbe avait repoussé sous ses pieds, mais aussi que de longs filaments d'algues jaillissaient de ses aisselles. Il fonça à la salle de bain, arracha les algues, c'était très douloureux, puis se rasa une seconde fois les pieds. Le lendemain au réveil, il découvrit la même végétation sous ses pieds et ses aisselles, ainsi qu'une nouvelle surprise. Ses draps étaient pleins de sable. Il s'était échappé pendant la nuit des pores de sa peau. Zeng gagna la salle de bain, arracha les algues et se rasa les pieds, toujours convaincu qu'il était devenu fou. Mais à ce retour, son lit était toujours plein de sable. Sa femme, qui s'était réveillée entre-temps, en avait plein les cheveux et se frottait le corps pour s'en débarrasser. Si il le voit, songe à Zeng, c'est forcément réel. Le sable comme le reste. Autrement dit, il n'était pas fou. Il lui arrivait juste quelque chose d'étrange. Zeng retourna voir l'herboriste qui lui concocta une potion au relent infâme et lui recommanda de s'infectionner tout le corps. Comme la potion fut sans effet, il consulta un chirurgien qui assura qu'il ne pouvait rien faire à part l'amputer des pieds et boucher ses pores avec de la colle. Ce n'était évidemment pas une solution. Zeng alla donc trouver un moine et pria avec lui, mais il s'endormit pendant la prière et constata en se réveillant qu'il avait mis du sable plein la cellule. L'homme furieux le jeta dehors. Il n'existait apparemment qu'un remède à son étrange mal, dont les symptômes ne cessaient d'empirer. L'herbe poussait
désespoir, il commença à envisager de se faire amputer les pieds et boucher les pores. Mais soudain il se rappela les derniers mots de son père. Ne laisse pas l'herbe te pousser sous les pieds. Ces paroles mystérieuses sur lesquelles Zeng s'était interrogé pendant des années prenaient enfin tout leur sens. C'était un message. Liu Ti savait ce qui allait arriver à son fils, car ça lui était arrivé aussi. Ils partageaient plus que les traits du visage, une démarche et une façon de parler. Ils avaient également en commun cette étrange affliction. Viens me chercher, lui avait-il dit. Ne laisse pas l'herbe te pousser sous les pieds. Liu Ti ne s'était pas lancé à la recherche d'un mystérieux trésor. Il était parti en quête d'un remède. Si Zeng voulait avoir une chance de reprendre un jour une vie normale, il devait tenir sa promesse. À dîner ce soir-là, il annonça ses intentions à sa famille. « Je pars retrouver mon père, déclara-t-il. Incrédule, ses parents lui rappelèrent que d'autres déjà avaient essayé et échoué. Les recherches avaient été financées par l'empereur, mais on avait retrouvé une trace de Liu Ti ni de son expédition. Comme Zeng, un marchand qui ne s'était jamais écarté des routes commerciales, pouvait-il espérer être plus chanceux? J'y arriverai, vous verrez, dit le jeune homme. Il faut juste que je trouve l'île qu'il cherchait. Ce serait impossible, même si tu étais le meilleur navigateur du monde, prédit sa tante Xi. Cette île n'existe pas. Zeng partit bien décidé à prouver à sa famille qu'elle se trompait. L'île existait et il savait comment s'y prendre pour la découvrir. Il cesserait de prendre son somnifère afin de laisser ses rêves le guider. Si cela ne fonctionnait pas, il écouterait les baleines. Son second aussi tenta de le décourager. Même s'il existait, affirmait-il, tous les marins qui l'avaient vue juraient qu'on ne pouvait l'atteindre. Elle se déplace pendant la nuit, disait-il. Comment pourrait-on accoster une île qui se dérobe demanda le matelot. En armant le bateau le plus rapide qui ait jamais été construit, répondit Zeng. Il consacra toute sa fortune à construire ce navire qu'il baptisa l'improbable. Au bord de la faillite, il dut émettre des billets à ordre pour payer l'équipage. Sa femme était furieuse. À cause de toi, on va tous aller au refuge des sans-abri, cria-t-elle. Je vais devoir prendre des travaux de blanchisserie pour ne pas qu'on meure de faim. Je me remplirai les poches de rubis quand j'aurai trouvé Cocobolo, répondit Zeng. À mon retour, je serai plus riche que jamais, tu verras. L'improbable prit la mer. La rumeur disait que Cocobolo était situé au sud-ouest de Ceylan, dans l'océan Indien, mais il n'avait jamais été repéré 2 fois au même endroit. Zeng arrêta donc de prendre son univers et attendit des rêves prémonitoires. Dans l'intervalle, l'improbable mit le cap sur Ceylan. Chemin faisant, les hommes d'équipage demandèrent des nouvelles de Cocobolo au bateau qu'ils croisaient. Je l'ai vu à l'horizon, à l'est, il y a 3 semaines, dit un pêcheur en pointant le grand bleu en direction de la mer d'Arabie. Comme les nuits de Zeng étaient décevantes, dépourvues de rêve, il prit la direction de l'est. En mer d'Arabie, le capitaine d'un bateau leur affirma l'avoir croisé 2 jours plus tôt à l'ouest, près de Sumatra. Entre-temps, Zeng rêvait de nouveau, mais ses rêves étaient sans queue ni tête. Il mit donc le cap à l'ouest. À Sumatra, un homme perché sur une falaise leur cria que Cocobolo avait été aperçu au sud-est, près de Tinado. Vous venez juste de la manquer. Le voyage continua ainsi pendant plusieurs mois. L'équipage commença à trouver le temps long et une mutinerie couvée. Son second conseilla à Zeng d'abandonner. Si cette île était réelle, nous l'aurions trouvée, à l'heure qu'il y a, argumenta-t-il. Zeng refusa. Il voulait davantage de temps. Il passa toute une nuit à prier pour avoir des rêves prophétiques, et le lendemain dans la cale, l'oreille pressée contre la coque, il tenta d'entendre le chant des baleines. Tout cela en vain. Zeng perdait d'espoir. S'il rentrait chez lui bredouille, il n'aurait toujours pas de remède contre son mal. Sa femme le quitterait, sa famille l'éviterait, ses investisseurs refuseraient de le soutenir et son entreprise ferait faillite. Il serait ruiné. Découragé, il alla se poster à la proue du navire. Alors qu'il regardait les eaux bouillonnantes, il éprouva une envie pressante de plonger. Cette fois, il n'y résista pas. L'eau était glaciale et un puissant courant l'attira vers le fond. Zeng se laissa couler sans lutter. Soudain, un œil géant entouré d'un mur de chair grise émergea des ténèbres. C'était une baleine qui nageait vers lui à toute vitesse. Avant de le percuter, elle
était à bord, il entendit la baleine siffler au-dessous de lui. « Suis-moi !» Arrivé sur le pont, Zeng vit le mammifère s'éloigner. Grelottant de froid, le souffle court, il trouva quand même la force de crier « Suivez cette baleine !» L'improbable prit la baleine en chasse tout le jour, et même la nuit, repérant sa position à la brume qu'elle soufflait par son évent. Au lever du soleil, une île se dessinait à l'horizon, une île qui ne figurait pas sur la carte. Ce ne pouvait être que Cocobolo. Il navigua dans sa direction aussi vite que le vent le la permettait. Au fil de la journée, ce qui n'était au départ qu'un simple point à l'horizon devint une île parfaitement distincte. Hélas, la nuit tomba avant qu'il ait pu l'atteindre. Quand le soleil reparut, il n'était plus qu'un point dans le lointain. C'est exactement comme on l'a dit, s'émerveilla Zeng. Elle bouge. Pendant 3 jours, les matelots tentèrent enfin de rejoindre l'île. Chaque soir, ils s'en approchaient davantage, mais la voyaient à nouveau leur échapper durant la nuit. Le 4e jour, un vent puissant clonfa les voiles de l'improbable, et le navire put enfin jeter l'ancre dans une crique sablonneuse, à l'instant précis où le soleil plongeait derrière l'horizon. Zeng avait rêvé de Cocobolo pendant des mois, et la réalité n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'il avait imaginé. Les cascades d'or qui se jetaient dans la mer, et les pentes montagneuses plantées d'arbres scintillés de rubis n'existaient que dans ses rêves. Avec ses collines banales couvertes d'une épaisse végétation, Cocobolo ressemblait aux centaines d'îles qu'il avait visitées au cours de ses voyages. Et le plus décevant, c'est qu'on n'y voyait aucun signe de l'expédition de son père. Zeng pensait trouver le navire de Liu Zi, à moitié enseveli dans une crique, et le vieil homme lui-même, qui vivait seul depuis 20 ans debout sur une plage, le remède à la main. Mais il n'y avait qu'un croissant de sable blanc et un mur de palmiers qui s'agitaient dans la brise. Zeng rejoignait la plage en pataugeant dans l'eau peu profonde avec son second et quelques hommes d'équipage armés. Après plusieurs heures de recherche, il n'avait toujours rien découvert, ni Liu Zi, ni le moindre signe de présence humaine. Zeng avait beau se dire qu'il était trop tôt pour renoncer, il était plus déçu que jamais. La lumière déclinait et les hommes allaient dresser leur campement quand ils entendirent un froissement dans les fourrés. Presque aussitôt 2 jaguars en jaillirent en poussant des rugissements terrifiants. Les hommes s'éparpillèrent, ils tirèrent des flèches sur des fauves, ce qui ne fit que les encourager à attaquer. L'un d'eux bondit sur Zeng qui fila à toutes jambes. Il courut à perdre haleine dans la jungle, arrachant ses vêtements sur les broussailles. Quand il fut forcé de s'arrêter pour reprendre son souffle, il guetta enfin les voix de ses hommes. Il était seul, perdu, et la nuit tombait. En cherchant un abri, il repéra une série de grottes, d'où s'échappait à intervalles réguliers un vent chaud et humide. Il se glissa dans l'une, songeant que c'était un endroit comme un autre pour attendre le matin. Il creusa un petit foyer dans la terre et alluma un feu. À peine une flamme avait-elle jailli que le sol se convulsa sous ses pieds. Un cri assourdissant s'échappa des profondeurs de la grotte. « Éteins le feu !» tonna une voix. Terrifié, Zeng jeta de la terre sur les flammes. Le sol cessa aussitôt de trembler. « Pourquoi me blesses-tu » demanda la voix puissante. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Zeng ignorait qui lui avait parlé, mais il comprit qu'il avait intérêt à répondre. « Je n'avais pas l'intention de blesser quiconque, affirma-t-il. Je voulais juste me faire cuire quelque chose à manger. Est-ce que tu apprécierais que je creuse un trou dans ta peau et que j'y allume un feu ?» Zeng se tourna vers le foyer éteint. La cavité se remplissait lentement d'or liquide. « Qui es-tu » demanda la voix. « Je m'appelle Zeng. Je viens de la ville portuaire de Tianjin. » Un long silence plana, puis un rire joyeux remplit la grotte. « Tu es venu, enfin. Si tu savais comme je suis heureux de te voir, mon garçon. »« Je ne comprends pas, » protesta Zeng. « Qui êtes-vous ?»« Allons, tu ne reconnais pas la voix de ton père. »« Mon père » s'écria Zeng. Il se retourna. « Où êtes-vous »
Zeng tomba à genoux et se mit à pleurer. C'était donc vrai. Son père était l'île et l'île était son père. Les grottes étaient son nez, sa bouche, la terre, sa peau, l'herbe, ses cheveux. L'or qui remplissait le trou que Zeng avait creusé était son sang. Son père était venu ici en quête d'un remède, mais il n'en avait pas trouvé. À cette pensée, le jeune homme sentit le désespoir l'envahir. Est-ce que je suis condamné à devenir comme ça, moi aussi, se demanda-t-il. Oh, père, c'est affreux. Ce n'est pas affreux, répondit Cocobolo, légèrement vexé. Ça me plaît d'être nu. Vraiment. Il m'a fallu quelque temps pour m'y habituer, bien sûr, mais c'est infiniment mieux que d'être un homme. Qu'est-ce que ça avait de si désagréable, demanda Zeng. C'était à son tour de se sentir offensé. Rien du tout, si on est fait pour cela, répondit son père. Ce n'était pas mon cas. Je n'étais pas destiné à rester humain, même si j'ai mis des années à l'accepter. J'ai lutté de toutes mes forces contre les changements qui s'opéraient en moi et qui s'opèrent aussi en toi. J'ai consulté des docteurs qui en sont révélés impuissants. Je me suis sage leur tourner vers des cultures lointaines. J'ai vu des sorciers, des chamans, mais personne ne pouvait rien pour moi. J'étais tellement malheureux. Finalement, incapable de supporter plus longtemps mon état, j'ai quitté mon foyer pour aller m'installer au confins de l'océan. J'ai laissé mon sable se répandre et mes herbes pousser. Et là, quel soulagement! Es-tu vraiment heureux ainsi, s'étonna Zeng. Une étendue de jungle infestée de jaguars au milieu de l'océan. Oui, répondit son père. Je suis heureux, même si je souffre parfois de la solitude. Le seul autre Cocobolo que je connaisse est un vieux rabat-joie. Et les humains qui me rendent visite veulent tous pomper mon sang. Mais si mon fils était à mes côtés, mon bonheur serait complet. Je suis désolée, dit Zeng, ce n'est pas pour ça que je suis là. Je ne veux pas devenir une île, je veux être normale. Mais tu n'es pas normal, protesta son père. Tu as renoncé trop tôt, il existe forcément un remède. Non, mon fils, dit l'île en poussant un soupir d'une telle puissance qu'il ébouriffa le cheveu de Zeng. Il n'y a aucun remède, c'est notre forme naturelle. Pour Zeng, ces paroles étaient pires qu'une condamnation à mort. Submergé par le désespoir et la colère, il sanglotait en poussant des cris de rage. Son père doit enfin me le consoler, et je poussai un lit d'herbe tendre pour que Zeng s'y étende. Quand il se mit à pleuvoir, il fit broyer les palmiers pour qu'il l'abrite. Après que Zeng épuisé se fut endormi, Cocobolo tint les voix à distance de lui en produisant des grondements effrayants. Quand le jeune homme se réveilla au petit matin, il avait vaincu son désespoir. Il refusait de renoncer à son humilité et combattre coûte que coûte pour la garder, remède ou pas. Quant à son père, le simple fait d'y penser emplissait Zeng d'une immense tristesse. Elle décida de le chasser de ses pensées. Zeng se leva et sortit de la grotte. Attends, l'appelant à son père. Je t'en prie, reste avec moi. Nous serons des îles voisines, un petit archipel, et nous nous tiendrons compagnie. C'est le destin, mon garçon. Ce n'est pas le destin, répondit Zeng avec amertume. Tu as fait un choix. Sur ces mots, il s'enfonça dans la jungle. Son père ne chercha pas à l'arrêter, alors que c'était facile pour lui. Un gémissement s'échappa de sa bouche et des vagues de souffle chaud balayèrent l'île. Quand il pleura, les branches des arbres frissonnèrent, laissant échapper une pluie de rubis. Zeng s'arrêta ici et là pour ramasser les pierres précieuses. Il en remplit ses poches, et lorsqu'il eut regagné son bateau, il en avait récolté assez pour payer les salaires de ses hommes d'équipage et remplir ses coffres vides là-bas en Chine. Ces hommes qui le croyaient dévoré par les jaguars l'accueillirent avec des cris de joie. Sur ses ordres, ils levèrent l'ancre et mirent les voiles vers Tianjin. Son second l'emmena à l'écart pour lui parler. Et ton père, lui demanda-t-il. J'ai accepté l'idée qu'il était mort, répondit Zeng péremptoire. Le second hocha la tête et ne posa pas d'autres questions. Alors que le navire s'éloignait du Cocobolo, Zeng entendit longtemps son père pleurer. Travaillé par le regret, il alla se poser à la proue et refusa de regarder en arrière. Un jour et une nuit durant, un banc de petits rorquals nagea dans le sillage de l'improbable en chantant. Ne pars pas, tu es le fils de Cocobolo. Zeng se boucha les oreilles et fit tout ce qu'il pouvait pour les ignorer. Pendant le long voyage qui le ramenait chez lui, Zeng s'obstina à nier la transformation qui s'opérait en lui. Plusieurs fois par jour, il se rasait les pieds et arrachait les algues de ses aisselles. Sa peau était en permanence couverte d'un sable fin et poudreux qui s'échappait de ses pores. Il prit l'habitude de porter des cols montants, des manches longues et de se baigner quotidiennement dans l'eau de mer. Le jour de son arrivée à Tianjin, avant même d'aller voir sa femme, Zeng passa chez son chirurgien. Il commanda à l'homme de faire le nécessaire pour stopper la transformation. Le médecin lui donna un puissant somnifère et se mit au travail. Quand Zeng se réveilla, ses aisselles étaient couvertes de goudron, sa peau enduite de glu et ses pieds amputés
associés, ajoutant qu'il avait trouvé le corps de son père à Cocobolo. Lui aussi était mort, affirmait-il, mais ce qui les intéressait davantage, c'était les rubis qu'il apportait. Pendant un temps, Zeng mena une vie agréable. Ses mots avaient cessé de le tourmenter. En se faisant couper les billes, il avait échangé un handicap monstrueux contre un autre, plus banal et s'en accommodait très bien. En rapportant les rubis de Cocobolo, il avait acquis en plus de la richesse une réputation d'explorateur. Il avait trouvé des revenus pour le raconter. On organisa des fêtes et des banquets à son honneur. Zeng tenta de se convaincre qu'il était heureux. Pour faire taire la petite voix du regret qui miaulait parfois au fond de lui, il se persuadait que l'outil était réellement mort. Tu as rêvé, se disait-il. Comment cette île pourrait-elle être ton père? Pourtant, quand ses affaires l'emmenaient du côté du port, il entendait quelquefois le chant des baleines qui l'invitait à retourner à Cocobolo. Lorsqu'il regardait l'océan à travers une longue vue, il lui semblait apercevoir une tache familière à l'horizon. Ce n'était pas un bateau, et aucune île ne figurait à cet endroit sur la carte. Au fil des mois, une étrange sensation d'oppression s'empara de lui. Elle était plus forte quand il s'approchait de l'eau, comme si son corps se rappelait ce qu'il voulait devenir. Lorsque Zeng se tenait à l'extrémité d'une jetée et laissait son regard se perdre sur l'océan, il sentait l'herbe, le sable et les salles qu'il avait emprisonnés en lui chercher une sortie. Il évita désormais de s'approcher de l'eau et fit le serment de ne plus jamais monter sur un bateau. Il acheta une maison dans les terres très loin de la côte. Hélas, cela ne fut pas suffisant. Zeng se sentait oppressé chaque fois qu'il se baignait, qu'il se lavait le visage ou se retrouvait sous la pluie. Il cessa donc de se laver et s'arrangea pour ne plus sortir lorsque le ciel était nuageux. Il ne pouvait même plus boire un verre d'eau de crainte de raviver en lui les désirs qu'il ne serait capable de contrôler. Quand cela devenait absolument nécessaire, il suçait un linge mouillé. Plus une goutte, dit-il un jour à sa femme, je ne veux plus voir une seule goutte d'eau dans cette maison. De nombreuses années passèrent sans que Zeng touche de l'eau. Vieux, tout desséché, il ressemblait de plus en plus à un gros raisin sec, mais ses pulsions se laissaient un peu. Son épouse et lui n'eurent pas d'enfant. D'abord parce que Zeng était poisseux des pieds à la tête, mais surtout parce qu'il craignait de transmettre son affliction à sa descendance. Un jour, il fouillit dans ses affaires personnelles pour établir son testament, quand il trouva un petit sachet de soie au fond d'un tiroir. Lorsqu'il ouvrit, un rubis apparut dans sa main. Zeng avait vendu tous les autres depuis bien longtemps et croyait celui-ci perdu. Pourtant, il était là, frais et lourd dans sa pomme. Le vieil homme n'avait pas repensé à son père depuis plusieurs décennies. Ses mains se mirent à trembler. Il rangea le rubis en lieu sûr et vaqua à d'autres occupations, mais il était trop tard. D'où venait cette soudaine humilité? Zeng n'aurait su le dire. Il n'avait même pas suivi un chiffon depuis 3 jours. Pourtant, sa vision se troubla, et ses yeux s'emplirent de larmes comme si on avait ouvert le robinet d'une réserve secrète tout au fond de lui. Non, cria-t-il en abattant les poings sur la table. Non, non, non. Il regarda désespérément autour de lui dans l'espoir de se changer les idées. Il compta jusqu'à 20 puis recommença à l'envers. Il chanta une chanson absurde enfin, c'était irrépressible. Une larme roula sur sa joue, puis sur son menton et s'écrasa par terre. Zeng sidéré contempla l'éclaboussure sombre qui s'était formée sur le bois. Pendant un long moment, tout fut calme, silencieux, puis la chose qu'il redoutait le plus au monde se produisit. En quelques instants, l'étrange des répressions qui grandissait à l'intérieur de lui devint intolérable. Il lui semblait que son corps allait exploser. La colle qui le recouvrait se fissura, laissant des tombeaux de sable s'échapper de sa peau. Le coudron qui obstruait ses aisselles se désintégra, et des algues en jaillirent à un rythme effrayant. En moins d'une minute, elles avaient rempli la pièce où il se trouvait. Zeng comprit qu'il devait sortir de chez lui s'il ne voulait pas détruire sa maison. Il courut dehors où un orage venait d'éclater. Il s'avala au milieu de la rue tandis que le sable et les algues continuaient à jaillir de son corps. Les gens qui le voyaient s'enfuyaient en hurlant, ses pieds de bois explosèrent et de ses moignons poussèrent de longueurs d'herbes infinies. Son corps se mit à grandir. La pluie et l'herbe se mêlaient au sable pour former des couches et des couches de terre qui l'enveloppèrent telles des peaux successives. Bientôt il fut aussi large que la rue, aussi haut que sa maison. Une foule menaçante se rassembla autour de lui. Zeng se redressa tant bien que mal sur les moignons herbeux et se mit à courir. Il tomba à nouveau, écrasant une maison sous son poids, se releva et monta péniblement la colline. Ses pas résonnaient comme le tonnerre et creusaient des trous dans la chaussée. La foule le prit en chasse, bientôt rejoint par des soldats qui lui lancèrent des flèches dans le dos. De leur liquide sorta de ses plaies, ce qui encourageait les gens à l'agresser.
vaisseau de l'empereur comme de vulgaires jouets. Zeng sentit quelque chose sous la surface de l'eau et comprit que son père le tirait vers le large. Lorsqu'ils furent hors de danger, Cocobolo tordit ses palmes de crocodile pour catapulter de la terre dans le trou qui constellait le corps de son fils. Merci, lui dit Zeng. Sa voix n'était plus qu'un grondement sourd venu d'on ne sait où. Je ne mérite pas tant de gentillesse, ajouta-t-il. Bien sûr que si, protesta son père. Tu veillais sur moi, non, Zeng? Oui, depuis toutes ces années. Oui, je pressentais que tu aurais besoin d'aide un jour. Mais j'étais cruelle avec toi. Son père resta quelque temps silencieux, puis dit simplement: Tu es mon fils. Zeng ne saignait plus, mais il éprouvait une douleur bien pire, une honte incommensurable. Il était habitué à la honte, mais son sentiment était différent. Il avait honte de la bonté qu'on lui avait témoignée, honte de la façon dont il avait traité son pauvre père, mais surtout